Eh bien, écoutez, bonjour, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour aborder l'un des enjeux stratégiques sur le continent et pour la planète de manière générale, la question de la décarbonation des activités économiques et notamment en Afrique. Pour aborder ce point, nous avons aujourd'hui pléthore d'intervenants, six intervenants, donc on va essayer d'être assez fast-track et je demanderai à chacun justement d'être assez rapide dans le partage de l'expérience. Nous avons, et je vais commencer en lisant les éléments derrière, Clément Limard du groupe Deloitte, Raphaël Gemlen de Yele Consulting, Missira Keta, qui je pense ne va pas tarder à se connecter puisqu'elle est depuis le Sénégal, responsable développement durable d'FH Sénégal. Denis Makwele, qui est, lui, connecté du groupe Action et donc depuis Madagascar. Diana Mango, directrice des opérations, direction des opérations. Soit important d'être précis sur les titres. Hein, Oui, voilà. Les ingénieurs ont déjà commencé. D'accord. Du groupe Orano et Olivier Reswex, directeur QHSE et RSE d'AGL Group Africa Global Logistics. La question de la décarbonation, eh bien, on sort d'une COP qui a été relativement décevante, on peut dire, hein, pudiquement, compte tenu du faible avancement. C'était un petit peu entendu. Il y a un point tout de même à retenir, c'est le principe sur les questions de fiscalité et finance carbone qui semble s'être stabilisé. Ça permet d'avancer sur les différents continents et pour les différents acteurs sur le sujet, sur les enjeux. En attendant aujourd'hui, l'idée c'est un retour d'expérience, un partage de bonnes pratiques, une visibilité sur ce que les uns et les autres font pour inspirer notamment les autres, leur donner des idées et de la compréhension sur comment on aborde les choses. Et pour aborder les choses, je vais demander à Raphaël de Yele Consulting de nous poser un peu le cadre et l'enjeu en 7 minutes, 8, 7, 8 minutes. 8 minutes. Allez, on commence à négocier. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là parce que c'est un sujet qui, à titre personnel, me passionne. Donc, en deux mots, comme l'a présenté Pierre Samuel, je suis manager en transition énergétique et environnementale. Je travaille sur ces sujets depuis 10 ans et depuis 4 ans au sein du cabinet Yele Consulting, qui, sans grande surprise, est un cabinet de conseil en transition énergétique et environnementale. On a été créé en 2010 et on travaille sur 3 continents principaux, dont le continent africain. On accompagne nos clients sur tout le cycle de vie de leur projet, donc depuis la conception, la stratégie jusqu'au déploiement. Et on a une practice d'expertise développement durable qui permet d'accompagner les clients sur les sujets justement de décarbonation. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir sur les sujets de décarbonation des activités économiques en Afrique, je suis revenue à la définition de la décarbonation et je me suis posé la question de la compatibilité de la décarbonation sur l'ensemble des réalités économiques du continent africain. Donc, finalement, quand on pense décarbonation, c'est des mesures qui permettent de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Pour réduire ces émissions, il faut qu'à la base, il y ait des émissions. Donc, il y a un peu deux cas d'usage que j'ai fait ressortir, qui me semblent importants à partager. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs industriels qui sont basés sur des modèles fossiles. Ça peut être le cas du marché des minerais critiques, par exemple. Donc là, effectivement, on va chercher à décarboner, réduire nos émissions. En revanche, il y a un deuxième cas d'usage qui me semble important aussi à évoquer, c'est qu'on a différentes réalités, une disparité dans les réalités économiques en Afrique. Dans certaines régions et pays, l'électrification est limitée, voire inexistante, et l'industrialisation également. Donc, plutôt que de parler de réduire ces émissions, on va plutôt parler d'industrialisation durable. Voilà, je pensais important de repréciser un peu les définitions et le cadre. Quand on parle de mettre en avant et puis de se lancer dans un projet de décarbonation, pour moi, ça reste un projet de transformation. C'est vraiment changer le paradigme économique et aller bouleverser en profondeur toute la chaîne de valeur et d'approvisionnement d'une industrie. Donc, ça reste des grandes phases clés d'un projet de transformation. Maintenant, je vais aller chercher à vous mettre en avant certaines grandes convictions qui sont propres au projet de décarbonation, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ma première grande conviction, c'est que l'analyse cycle de vie, c'est finalement la clé pour faire les bons choix stratégiques. Aller chercher les 20% du cycle de vie qui permettent d'avoir 80% d'impact, c'est l'effet Pareto. Et c'est vraiment clé pour moi afin de maximiser justement l'impact qu'on peut avoir et de ne pas
se lancer dans des efforts qui auraient un très faible impact. Donc, vous avez sur la gauche du schéma le cycle de vie assez classique. On peut prendre un exemple concret, mais ça démarre dès la conception. Si je veux me lancer en tant qu'industrie pour produire de l'énergie, dès la conception de mon industrie, il faut que je me dise, est-ce que je vais me lancer dans du fossile ou dans des énergies de type renouvelable? Donc, c'est vraiment dès ce moment-là qu'on commence à construire un projet d'industrialisation durable ou de décarbonation. On va penser à l'extraction des matières qui vont nous permettre de produire, par exemple, des panneaux photovoltaïques, extraire du lithium, c'est impactant sur l'environnement. Ensuite, si on garde cet exemple-là, quand je vais les fabriquer, si je vais les chercher en Chine et que je les transporter pour les raccorder sur le réseau africain, ça ne va pas avoir le même impact non plus que si c'est produit en local. Derrière l'usage aussi, si on est capable de faire de la maintenance préventive, ça permet d'allonger la durée de vie des panneaux solaires, d'optimiser leur rendement. Donc là aussi, on peut jouer et avoir un impact sur l'environnement. Et puis le tri, la fin de vie, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des batteries une fois que le panneau solaire a terminé son cycle de vie. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Une fois qu'on est capable de savoir où est-ce que sont les leviers d'action, ça va nous permettre de définir des bons choix stratégiques et d'aller justement réduire cet impact via trois grands leviers: mieux produire, mieux consommer et mieux gérer ses déchets. Je vous donne juste un exemple et après on passe à la deuxième conviction. Par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, on peut se dire que limiter la déforestation, c'est une manière de mieux produire. Sur la partie mieux consommer, on peut se dire que moderniser le réseau électrique en Afrique, ça permet de limiter les pertes énergétiques et donc de réduire son empreinte environnementale. Donc, la deuxième conviction que je pourrais apporter, c'est une fois qu'on a ces leviers-là, comment on fait en sorte que la stratégie qu'on va poser, elle soit applicable sur le terrain, qu'elle soit actionnable. Dans l'ensemble des entreprises qu'on a pu accompagner, on se rend compte que finalement, il y a une grande difficulté quand on définit un objectif SMART à aller chercher le A et le R, donc le atteignable et réaliste. Et pour ça, on croit que c'est en co-construisant cette stratégie, ce plan d'action, cette feuille de route avec les opérations, avec un pilote de projet qui va être présent sur le terrain, qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout et d'avoir de l'impact. Donc ça peut passer par justement proposer ces leviers d'action et cette feuille de route aux opérationnels qui viendront challenger, qui viendront éventuellement remettre en question certaines actions qui sont proposées parce qu'en fait, c'est techniquement pas faisable sur le terrain. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième conviction clé, le lien entre opération et stratégie pour aller au bout de ce qu'on veut mettre en place. Ça facilite aussi l'acceptabilité sur le terrain. Ma grande conviction 3, c'est de penser l'analyse cycle de vie non pas uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle d'un écosystème local. En fait, on se rend compte que les déchets des uns peuvent être les ressources des autres. Et ça, finalement, tant qu'on ne s'est pas réuni, qu'on n'a pas fait un groupe de travail, c'est quasiment impossible à identifier. Je vous donne un exemple concret. La SNCF achète du cuivre de RTE. Et ça, finalement, si la SNCF s'était dit dans son petit écosystème, bon, alors je vais essayer de chercher le mieux produire un fournisseur de cuivre éco-responsable, jamais il serait allé chercher RTE. Ce n'est pas son cœur de métier de vendre du cuivre. Son cœur de métier, c'est d'être un transporteur d'électricité en France. Donc, tant qu'on n'a pas cette dynamique d'écosystème-là, on reste un peu dans un cadre fermé. Donc, pour moi, ça facilite aussi l'innovation, sortir du cadre, de travailler en écosystème local. C'est super intéressant. Il y a plein d'opportunités à aller chercher, la réutilisation de chaleur fatale, le fait de réutiliser des affluents de l'agriculture pour en faire du biogaz, le CCU, chercher du carbone d'une industrie pour le réinjecter dans une autre qui aurait besoin justement de CO2 pour faire de la gazéification de boissons. Enfin, il y a plein d'opportunités à aller chercher. On peut passer à la dernière conviction, comme ça je laisse la parole aux autres intervenants. Ma dernière conviction, c'est que finalement, décarbonation rime pas forcément avec moins de business. On pense trop souvent uniquement à l'impact que le business peut avoir sur l'environnement, mais pas suffisamment, selon moi, à l'impact que le changement climatique peut avoir sur le business. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important aussi, je pense, dans le contexte du continent africain, qui est très vulnérable au changement climatique, exposé aux inondations, aux sécheresses. Ça peut avoir un impact sur le secteur agricole. Donc, c'est important pour moi de prévenir plutôt que guérir, parce que ça coûte 14 fois plus cher de gérer les impacts du changement climatique sur son business, plutôt que d'investir en amont et de prévenir tous les risques qu'il peut y avoir dans le futur.
Et puis donc, il y a plein de co-bénéfices aussi à aller chercher quand on va sur ce type de projet. On en a parlé avec les hubs et l'écosystème régional. Ça facilite l'innovation. Ça permet de mieux comprendre sa chaîne de valeur, d'aller chercher à optimiser cette chaîne d'un point de vue opérationnel ou sous d'autres regards que la décarbonation. Et puis, ça permet d'avoir accès à des financements verts. Ça permet une attractivité des talents et plein de co-bénéfices. On pourrait faire voilà. un webinaire complet sur les bénéfices mine de rien, de la décarbonation. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Voilà un cadre posé avec des convictions très intéressant. Pour aller directement et se jeter dans la pratique, je propose à Missira Keita, depuis le Sénégal, de nous partager son retour d'expérience au niveau des FH Sénégal, tout simplement. Bienvenue, Missira. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Samuel, merci pour cette opportunité qui m'est offerte au niveau du CIAN de pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe chez FH Sénégal. Alors, donc FH Sénégal est une filiale du groupe FH, basé au Sénégal depuis 1926. Et la particularité que nous avons, c'est que nous sommes une agence qui regroupe en son sein toutes les activités et tous les métiers du BTP. Voilà, contrairement à ce que l'on peut trouver au niveau du groupe FH avec des branches dédiées. Les bonnes pratiques dans nos initiatives, notre stratégie bas carbone, elle est là pour réduire donc nos émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et à travers cette stratégie, c'est vrai que nous avons les fameuses notions de scope 1, 2, 3. Et dans les métiers du BTP, donc tout ce qui est lié à nos émissions directes caractérisées par les scopes 1 et 2 et le scope 3 pour les émissions de gaz à effet de serre indirectes. On sait que le scope 3 est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, par exemple, sur cette démarche-là, chez FH Sénégal, nous venons d'établir notre premier bilan carbone pour savoir un petit peu où nous en sommes et derrière pouvoir déployer tout un ensemble d'actions. Notre stratégie, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on repose sur des piliers. Et c'est ce que vous pouvez voir. Donc, on a décidé de déployer cette stratégie, on va dire, à la fin, début 2020 à peu près, ça a démarré, avec ces 8 piliers que vous voyez apparaître autour de ces notions d'écomobilité, de matériaux bas carbone, d'économie circulaire, de biodiversité, de gestion de l'eau, de qualité de vie, d'énergie renouvelable. Et donc, ces 8 piliers correspondent en fait à l'ossature, je dirais, de notre stratégie. Comment est-ce qu'on a démarré ? On a démarré en essayant, on a un petit peu tâtonné au départ, il faut se le dire, pour arriver à déployer cette stratégie. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur un outil qu'avait déployé le groupe qui s'appelait Sequoia et qui permettait d'identifier des solutions bas carbone. Donc, ce que l'on a créé, c'est qu'on a créé une plateforme grand public avec le lancement d'un challenge que l'on a nommé Sequoia Afrique, où les startups, les PME, les PMI pouvaient candidater et proposer des solutions bas carbone. Ce qui fait que ça nous a permis en fait de mieux comprendre notre écosystème autour de ces questions-là. Ensuite, en interne, pour créer un effet d'entraînement, on a lancé un challenge d'idées bas carbone pour les salariés. Et ce qui fait qu'on a pu mettre en place un dictionnaire d'idées bas carbone qui nous a permis un petit peu d'initier cette démarche. Un autre aspect également, c'est qu'au moment où on a démarré en 2020 cette stratégie, il se trouvait que le Conseil présidentiel pour l'Afrique recherchait des projets bas carbone, et ce qui fait qu'on a travaillé avec un opérateur qui s'appelle MadeSense pour pouvoir justement travailler sur des projets multi-acteurs. Et de là sont sortis des lauréats et qui ont pu derrière monter des startups sur des sujets autour de la construction durable, par exemple. Je cite celui-là, qui était assez intéressant. Évidemment, il a fallu monter un module maison. Donc, on a créé un module de formation bas carbone sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique, en français et en wolof, puisque chez nous, la plupart de nos salariés parlent le wolof. Donc ça aussi, c'était très important de pouvoir évoquer ce sujet de cette manière-là.
Et un grand axe au départ dans notre stratégie, c'était de dire mais il va falloir qu'on fasse des plaidoyers auprès de nos parties prenantes. Donc il y a eu tout un ensemble de rencontres que l'on a pu faire avec certains de nos clients, certains de nos prestataires, pour évoquer le sujet, partager nos enjeux et voir comment on pouvait éventuellement travailler ensemble sur des projets communs. Je dirais que ça, c'est voilà un peu les débuts où il fallait commencer par quelque chose. Et puis, 2021, on a constitué, donc on a mis en place véritablement un plan d'action autour de ces 4 grands axes que vous pouvez voir, qui est un axe de formation. Sur cet axe de formation, comme je vous disais, un module maison, qui évidemment en est à sa version 6, puisqu'il a évolué. Et ce module maison, il s'adresse aux collaborateurs, mais pas que. Il s'adresse également aux parties prenantes. Sur cette formation, une petite nouveauté est celle de collaborateurs qui sont aujourd'hui formés à la construction en terre. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des personnes en interne qui sont capables de faire des bâtiments en terre. L'axe programme d'innovation, donc ça c'est rentrer dans des programmes d'innovation. Ça nous a permis en fait, vous verrez quelques exemples pratiques, de pouvoir bénéficier de financement pour des projets que j'évoquerai tout à l'heure. Et puis des projets à potentiel bas carbone. Alors ce qui est un peu spécial, c'est que cette démarche, on s'est dit que le meilleur moyen de la rendre visible, c'est d'être exemplaire. Et comment est-ce qu'on fonctionne? On utilise en fait nos bases chantiers comme des laboratoires. Et nos bases chantiers aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique autour des 8 piliers dont je vous ai parlé auparavant, avec des projets pilotes que l'on réalise sur nos bases chantiers, mais également sur nos sites permanents. Et c'est là que l'idée est derrière sur ces projets-là, à un moment donné, de les monter à l'échelle et à un moment donné également, pourquoi pas, de les proposer en phase d'appel d'offres auprès de nos clients. Et l'axe mobilisation de nos salariés, évidemment, il faut embarquer tout le monde. Alors, on a des ambassadeurs, voilà, des ambassadeurs bas carbone au sein de notre structure qui portent des projets, qui suivent des projets. Et puis, on a des caravanes bas carbone aussi qui sillonnent un peu nos projets pour avoir des échanges avec des étudiants de la place et des ingénieurs pour évoquer certains de leurs projets innovants. Les bonnes pratiques, bon, voilà, je vous ai sélectionné quelques images assez caractéristiques de ce que l'on fait. La formation, donc vous voyez tous les salariés en salle de formation bas carbone, enfin sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique, entre autres. Une unité de recyclage des agrégats de béton, ça c'était assez intéressant. Dans le cadre des programmes, on a pu bénéficier d'une initiative Ville Durable portée par un programme qui s'appelle le Bureau de mise à niveau au Sénégal et qui nous a donc financé à hauteur de 40% l'investissement de ce type de matériel qui nous permet de recycler les agrégats de béton et ces agrégats sont réutilisés dans la fabrication de béton derrière. De la végétalisation, alors ça aussi, la préservation de la biodiversité, ça aussi c'est un axe très fort. Nos bases vies sont végétalisées systématiquement. On a également des projets avec des clients qui nous demandent de les accompagner. On a même un jardin EFAGE au sein de notre structure. Le solaire, pareil, avec le bureau de mise à niveau, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement pour mettre du solaire. Ça a créé un effet d'entraînement. Et aujourd'hui, sur nos bases fixes, mais également sur nos bases chantiers, nous réfléchissons de plus en plus à des systèmes solaires mobiles que l'on peut réutiliser à chaque fois que l'on se déplace et que l'on monte une base chantier. Le réseau des ambassadeurs dont je vous ai parlé, en bas à gauche, où là, vous avez des personnes qui portent des projets et les suivent. Et puis, un biométhaniseur qui est aussi un petit exemple, un petit projet pilote qui alimente notre cantine et qui permet justement à la fois d'alimenter la cantine, mais à la fois d'utiliser tous les lixivia qui sortent de ce biométhaniseur pour alimenter le jardin EFAGE et nos tables de micro-jardinage. Alors, j'avais effectivement, je voulais en fait, avant cela, dire que aujourd'hui au Sénégal,
on a des nouveautés puisque l'État du Sénégal, dans son nouveau code des marchés publics, veut tendre vers de plus en plus des infrastructures résilientes et durables. Et ce nouveau code des marchés publics, aujourd'hui, s'inscrit dans cette nouvelle dynamique et on voit apparaître des notions comme entreprise innovante, achat public durable, achat public responsable, local content. Toutes ces notions-là sont en train d'être de plus en plus précisées dans ce nouveau code des marchés publics, et ce qui fait que je pense que ça crée un effet d'entraînement. Et tous ces leviers-là, nous aujourd'hui, nous les utilisons et en tout cas, nous les documentons. Et là, je voulais mettre un peu un focus sur les solutions basées sur la nature. C'est vrai que dans nos métiers du BTP, on a de plus en plus ce type de réflexion qui intéresse à la fois les bailleurs et qui intéresse également les clients. Donc, on a lancé, comme vous pouvez le voir là-haut, on a une plante envahissante chez nous, une plante exotique envahissante que l'on appelle le Tifa. Et aujourd'hui, pour faire des coffrages, on doit utiliser des matériaux biodégradables. Et il se trouve que sur ce chantier-là, on avait un coffrage à faire. Donc, c'est ce que vous voyez en botte. C'est du TIFA. Et on a intégré ce TIFA que l'on avait à disposition à côté du site pour l'intégrer dans un coffrage. Et l'idée, c'est qu'il se dégrade avec le temps. Et aujourd'hui, ça nous permet d'éviter, par exemple, de faire venir un produit de l'extérieur qui aurait joué finalement le même rôle. Donc cette solution basée sur la nature est un excellent retour d'expérience que l'on va pouvoir remonter en phase appel d'offres auprès de nos clients. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, c'était le confortement de talus. Au Sénégal, nous réalisons beaucoup de travaux de routes de terrassement et nous avons sur les talus besoin de conforter ces talus parce que soit c'est du sable, on a des parties sableuses ou alors on a des parties latéritiques. Et là-dessus, il faut bien trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, on a ce projet que l'on suit de près, qui est le long du TER, qui est le train express régional du Sénégal, qui fait Dakar-Diamniadio, et sur lequel on a proposé une solution mixte, à la fois avec du géogrill, et sur ce géogrill, on végétalise. Et donc c'est ce que vous voyez, voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui, ce projet, en tout cas, est regardé de près par l'ensemble des opérateurs des métiers du BTP et permet justement de proposer des solutions mixtes de ce type-là. Et notre stratégie bas carbone est en train, en tout cas, de travailler de plus en plus sur ce type de solutions. Voilà les points que je voulais évoquer avec vous. Je vous remercie de votre attention en tout cas et je suis prête à répondre à des questions. Merci beaucoup, chère Missira. On reviendra en effet sur la partie des questions. Je me tourne maintenant, et la transition est toute faite avec le réseau ferré, le TER. Je me tourne vers Africa Global Logistics. Olivier, est-ce que vous voulez aborder avec nous votre approche justement sur la décarbonation de vos activités sur le continent? Merci Pierre-Samuel. Donc d'abord, Africa Global Logistics, c'est un groupe de 23 000 personnes présents dans 49 pays, dont 47 en Afrique, et dont les activités sont vraiment la logistique. Donc autour de 4 métiers, un métier ferroviaire, tu es Pierre-Samuel, un métier portuaire, opération de terminaux à conteneurs, et une activité logistique traditionnelle, et enfin une dernière autour de solutions maritimes comme des chantiers navals ou autres. Donc on a une forte empreinte au niveau de l'Afrique et l'un de nos enjeux forcément liés à nos activités va être la décarbonation. Donc au sein du groupe, la décarbonation est vraiment un des sujets traités comme stratégique. Donc, il fait partie des 4 piliers de notre stratégie RSE, qui va tourner autour des pratiques responsables, les parties prenantes, les personnes et la planète, dans lequel on va retrouver toutes nos activités de décarbonation.
Donc jusqu'à très, très récemment, nos actions de décarbonation étaient liées à notre scope 1 et notre scope 2, donc sur des investissements internes, des actions sur nos équipements. Et donc, on a réalisé un bilan carbone sur l'ensemble du groupe dernièrement, avec l'idée que le fret euh, présentait sûrement une part non identifiée jusqu'à présent. On ne s'est pas trompé puisque en fait un peu plus de 2 tiers de nos émissions sont aujourd'hui liées à ce scope 3, avec le fret qui représente 47% de la totalité de nos émissions. Donc le fret maritime, aérien et surtout routier, puisqu'on est, nous, en bout de chaîne, avec beaucoup d'activités route. On a également une part non négligeable d'émissions liées aux énergies fossiles. Donc, c'est 29% et 36% au total sur l'énergie. Donc, on est dans un contexte, comme le disait tout à l'heure Raphaël, on n'est pas dans un contexte de décroissance, on est plutôt dans un contexte de croissance, puisque partie de notre stratégie, c'est d'apporter des solutions innovantes euh, sur l'Afrique pour la logistique. Et donc l'énergie restera toujours une part importante. Maintenant, la clé va être de faire une transition vers une énergie plus verte au détriment des énergies fossiles. Également, le fret, c'est une part conséquente de nos activités qu'on ne peut pas substituer. En revanche, on a des solutions au travers de partenariats durables avec des transporteurs pour les aider à évoluer. Et voilà, on rentre sur des partenariats qui sont gagnant-gagnant. En termes d'action, donc on a orienté nos actions autour de trois grands axes: réduire, remplacer, améliorer. La réduction passe notamment par l'optimisation des trajets. Donc on a revu et on est en train de revoir l'ensemble de nos systèmes d'exploitation. La partie remplacée, le sujet facile, c'est de remplacer l'aérien par du maritime. Et comme vous l'avez vu, c'est pas la plus grosse part chez nous. Donc en fait, la clé, c'est vraiment de trouver une solution par rapport à nos activités route. Et la clé va être notamment les activités ferroviaires, parce que cela existe. Et enfin, améliorer, et c'est le sujet sur lequel on travaille et on va travailler sur les prochaines années autour de l'innovation avec des partenariats peut-être avec des fournisseurs de carburant pour du carburant plus vert, des véhicules électriques, des véhicules hybrides. En revanche, on reste aujourd'hui limité par rapport aux infrastructures et aux capacités des pays à répondre aussi au sujet. Quelques exemples, donc changement de mode de transport, des formations à l'éco-conduite avec certaines limites, puisque techniquement, aujourd'hui, les véhicules que nous avons en Afrique ou que l'on trouve en Afrique ne répondent pas intégralement au sujet. Installation de production solaire pour auto-produire et auto-consommer. Et enfin, substitution de carburant par des carburants alternatifs. Donc, on a également tout un tas d'autres actions, c'est que quelques exemples. Comme je disais tout à l'heure, nos difficultés vont être liées aux infrastructures. Quand on parle d'électrification, aujourd'hui, tous les pays africains ne sont pas en capacité de fournir l'électricité 24 heures sur 24. Donc, on a des coupures avec obligation d'avoir derrière des groupes électrogènes et qui fonctionnent au diesel. Donc, une des solutions, c'est la production en interne, mais également avec certaines limites. Je vais vous donner un exemple juste après. Du coup, on a 2 exemples concrets de ce qu'on a pu faire. Donc, un en Côte d'Ivoire où sur un entrepôt, on a installé des panneaux solaires
dans le but d'alimenter notre entrepôt par de l'électricité que l'on produit nous-mêmes. C'est un entrepôt frigorifique, donc fortement consommateur. En journée, aujourd'hui, on arrive à 96% des besoins en électricité, donc on est en autoconsommation. En revanche, les périodes nocturnes pour lesquelles nos entrepôts doivent quand même être alimentés en électricité ne sont pas alimentés. Donc, le résultat, c'est qu'on arrive à subvenir à 56% des besoins totaux de cet entrepôt en électricité. L'idée suivante va être de renforcer la capacité de production, d'y adjoindre également des batteries pour pouvoir alimenter la nuit et aller sur 96% des besoins totaux. Un autre exemple, et qui là va toucher au remplacement au Kenya. Donc sur un projet, on a proposé à l'un de nos clients de transporter par rail plutôt que par route, ce qui nous a permis d'économiser plus de 1 300 000 kilomètres sur la route, avec un impact carbone, puisque sur le rail, on a sur cet exemple concret, on a un facteur d'émission qui est 10 fois inférieur à celui de la route et également d'autres enjeux qui vont être moins de camions sur les routes, moins de risques d'accidents, moins de congestion, etc., etc. Voilà. Et un dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est notre programme de décarbonation que l'on déploie sur nos terminaux portuaires. Donc, qui passe par un label qu'on a appelé Green Terminal qui est vraiment un outil d'amélioration continue. Donc, on a lancé en 2021. Alors, historiquement, c'est même 2018. On a commencé à réfléchir au sujet. On a monté tout un référentiel qui est très spécifique au milieu du portuaire, avec le concours de Bureau Veritas, dans l'idée d'avoir derrière du crédit d'une tierce partie qui vient auditer et valider le niveau atteint en termes de compliance avec ce référentiel. Donc, le référentiel, il tourne autour de 8 piliers qui sont ici, je ne vais pas spécialement les détailler. L'objectif, c'est que chacun de nos terminaux se mesure par rapport aux différentes exigences des piliers d'année en année progresse sur certaines actions. Donc, l'objectif étant derrière, toutes les exigences sont vraiment tournées sur la décarbonation. Donc, pousser à l'électrification. On a d'ailleurs un terminal qu'on a démarré il y a 2 ans en Côte d'Ivoire et qui est en tout électrique et qui atteint aujourd'hui 98% de compliance avec ce référentiel et qui est le niveau le plus haut atteint. C'est possible en Côte d'Ivoire parce que les infrastructures électriques le permettent. C'est pas spécialement possible partout, mais on essaie d'y tendre. Voilà, et aujourd'hui, on a 13 terminaux qui sont certifiés avec 4 niveaux possibles. Donc, bon, ça, c'est la genèse du Green Terminal. Je vais passer. Le processus d'amélioration continue. Donc, ça passe par d'abord une auto-évaluation par le terminal lui-même qui va identifier est-ce qu'il est éligible ou non. Et en fonction de son auto-évaluation, la définition d'actions qui vont permettre d'atteindre un certain niveau sur chacun des piliers. Et une fois que ces actions ont été menées, un audit de certification par Bureau Veritas, un auditeur Bureau Veritas, c'est des audits qui vont durer une journée et demie. Et à l'issue de cet audit, la délivrance ou non du certificat. Et on repart sur une année avec une revue, etc. C'est un label qui est ouvert. Hein. Alors, Il n'est pas spécifique à AGL. Tous les ports d'Afrique et du monde peuvent rentrer dans la dynamique. Hein. Exactement. Donc, c'est un label qui a été créé par AGL, mais qui est ouvert
enfin, d'ailleurs, Bureau Veritas a réussi à le déployer en Asie sur 2 ports. Voilà. Et notre projet qu'on vient de lancer, c'est une internationalisation de ce label pour le rendre pour passer du niveau de label à un niveau de norme en fait. Donc, qui serait la norme reconnue pour tous les milieux du portuaire. Donc là, on a lancé ce projet avec Bureau Veritas et courant 2025, on va se lancer dans la recherche d'acteurs qui souhaiteraient s'associer à la démarche. Voilà. Très intéressant et très, très pragmatique, encore une fois, hein, comme pour l'intervention des phages. On touche du doigt là où ça gratte et où on va chercher et trouver des solutions. Parfait. Bah, écoutez, est-ce qu'une question sur les ports, sur le label, est-ce qu'il est compatible avec les ports miniers? Oui, alors l'idée, c'est justement de l'ouvrir. Merci. Et donc, Merci de poser les bonnes questions. Merci en avance pour les réponses. il a été conçu à la base vraiment pour des terminaux à conteneurs et rouliers, puisqu'on a aussi des terminaux rouliers. Mais alors, la première étape de l'internationalisation qu'on a initiée il y a 15 jours justement avec Bureau Veritas, c'est d'ouvrir les questionnaires à l'ensemble des métiers portuaires. Dans l'idée d'aller toucher voilà, les terminaux Alors, miniers. bon, ouais. Actueurs, également les autorités portuaires. On a quelques contacts avec des autorités portuaires qui seraient intéressées dans la démarche. Arupa. Ok. Tout à fait. On en reparlera peut-être au sommet des mines africaines à Paris, qui déroule en juillet, puisque ça fait partie des enjeux si un cadre normatif doit se développer. Une dernière chose, ouais. la démarche intéresse aussi certains bailleurs de fonds qui font partie de certains de nos contacts sur le sujet. Magnifique. Eh bien, la transition est toute trouvée pour entendre Diana Mango, qui s'occupe justement de la décarbonation des activités industrielles et minières du groupe Orano. Diana, the floor is yours. Donc voilà, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus ici. C'est un sujet que pour le groupe Orano est très très important, sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années. Voilà, je tiens à vous remercier en avance pour toutes les bonnes pratiques et toutes les bonnes idées. Je suis en train de noter depuis tout à l'heure. Ce type de partage, il est extraordinaire pour tout le monde parce qu'on a tous énormément de bonnes pratiques, on a tous beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives. Certains se recouvrent, certains non. Donc c'est justement en faisant ce type de réunion entre les différentes industries qu'on arrive à mettre tout en place et à décarboner. Voilà, donc pour le groupe Orano, on peut aller ici. Alors, le groupe Orano, il est présent sur tout le cycle de l'uranium, en partant de la mine, par la chimie de l'uranium, puis l'enrichissement. Et on est encore le seul groupe au monde à faire le recyclage de l'uranium. Donc là, déjà, on touche à quelque chose. Je vous dis, pour nous, la décarbonation, c'est au cœur de la stratégie du groupe Orano depuis le début et depuis de sa fondation. Je vous ai laissé quelques chiffres clés du groupe Orano. On est entre 23-24 000 employés dans le monde. On a beaucoup d'usines, on a beaucoup de mines. On a donc des mines sur quasiment tous les continents, en partant du Canada en fonction des projets ou des mines qui sont déjà en cours de fonctionnement, comme en Afrique et également en Asie centrale. Et il faut garder en tête toujours que le plus grand producteur d'uranium au monde, c'est le Kazakhstan. Donc, pour remettre un tout petit peu le cadre de l'uranium, le premier producteur, et en fonction des moments et de la demande sur le marché, en général, le deuxième plus grand producteur au niveau des pays, c'est le Canada. Déjà, pour poser un tout petit peu le cadre. Donc, on peut passer plus loin, merci beaucoup. Alors déjà, pour poser un tout petit peu un contexte, au niveau de la production d'énergie en général. Donc déjà, le groupe Orano travaille pour décarboner, pour être le plus bas carbone possible. En revanche, si on remet un tout petit peu les choses en contexte dans un monde de mix énergétique global, l'uranium, c'est une des énergies les plus bas carbone déjà. Donc, pour avoir tous exactement les mêmes bases,
dans le cadre de la production d'électricité dans le groupe Orano, la mine représente les émissions les plus élevées, sans grande surprise. On est entre 75 et 80% des émissions du groupe. Donc c'est pour ça un rôle comme le mien euh, vient complètement compléter ce chemin-là. Donc je suis responsable des projets énergie, décarbonation, éco-conception des activités minières. Donc je travaille avec tous nos mines et usines à travers le monde, avec tous nos collègues dans le plus possible de langues. D'ailleurs, vous entendez bien mon accent. Donc là, je vous ai laissé quelques chiffres. Euh, Ce qui est important là-dedans, c'est la proportionnalité. Les chiffres, on travaille toujours dessus pour qu'elles soient le plus basses possible. Donc, je vous propose de passer par la suite. Donc, parce que c'est ici où j'aimerais plus m'attarder. J'ai pas forcément mis énormément d'informations pour que je puisse le partager le plus en vrai, pour que vous puissiez également me poser les questions qui vous intéressent. Donc, au niveau de la stratégie de décarbonation, comme certaines des personnes qui ont déjà intervenu tout à l'heure, on travaille sur les trois grands scopes. Donc, comme tout le monde, le groupe Arano travaille également sur les trois grands scopes. Je vais commencer par le scope 3. On travaille depuis très longtemps avec tous nos fournisseurs, parce qu'on a des fournisseurs à travers le monde entier. Donc oui, aujourd'hui, il y a un focus sur un continent. En revanche, comme chez nous, tout est extrêmement entrelié parce qu'on traverse l'uranium, il traverse les continents parfois. En revanche, notre stratégie, c'est de fournir l'uranium dans le pays qui est pile à côté de la mine. Donc, le plus possible, d'éviter les transports. Donc, ça, déjà, c'est un axe très important. On travaille avec tous nos fournisseurs à travers le monde. Donc, justement, pour la partie transport, c'est une partie qui est extrêmement importante pour nous. Et donc après, ça peut être pour tous les fournisseurs, que ce soit les fournisseurs d'électricité, des engins miniers, des quatre roues en général, de absolument tout. On travaille tout le temps avec eux. On a fait déjà les évaluations depuis des années, parce qu'avec les fournisseurs, en fonction de leurs contraintes, ils vont vouloir ou pas. Donc le plus grand scope impactant du scope 3, ça va être les émissions qui viennent directement chez les fournisseurs. Donc pour arriver à trouver une stratégie commune pour motiver les fournisseurs, parce que c'est une histoire de motivation, de motiver vraiment les fournisseurs à également baisser leur émission carbone. C'est un travail qu'on fait ensemble depuis des années. Donc, il y a eu des évaluations qu'on a fait ensemble avec eux pour les aider également, pour motiver au plus possible, pour qu'on travaille ensemble dans un scope commun. Parce que finalement, toutes les entreprises, on est tous sur exactement la même planète. Donc, notre but, c'est de travailler tous ensemble. Après, pour revenir sur le scope principal, nous, on a les axes d'action pour le scope 1 et 2. Alors là, on a trois principaux axes d'action. Le premier, c'est d'éviter les projets à haut carbone tout court. Donc là, on part dans la partie qu'on appelle l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, comme nous, la demande aujourd'hui d'uranium sur le marché, elle est extrêmement élevée. Vous avez vu d'ailleurs, l'uranium, comme pas mal de métaux, on passe par des cycles qui sont assez sinusoïdaux. Et donc, on est, comme tous les métaux, un peu au quatre vents des contraintes économiques mondiales. Donc, la première chose qu'on fait, le développement d'une mine, d'ailleurs, hier, j'enseignais en école et je demandais la première question, c'est combien de temps ça dure pour développer un projet minier? C'est extrêmement long. Depuis le moment où on commence l'exploration jusqu'au moment où on fait la réhabilitation, c'est des cycles extrêmement longs. Donc, on commence très, très en avant. Et un des axes principaux... On parle de 30 à 50 ans. Oui, voilà. Voilà. Voire plus, parce que potentiellement, parfois, rien que la partie d'exploitation minière, elle peut durer entre 30 et 50 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle on décide d'exploiter cet agissement, parce qu'on sait que la durée de vie sera importante. Et donc, on sera bien implanté localement et travailler avec tout le monde. D'ailleurs, une politique sociale qui n'est pas mon cœur de métier, mais qu'on respecte dans chaque pays. Au-delà de ça, pour parler du sujet du jour, on essaye d'éviter au plus possible tout ce qui va être émission de carbone par l'éco-conception. Donc là, par exemple, on prend, comme toutes les industries, on utilise de l'acide sulfurique. Au moment où je vais vous donner un exemple très concret, au moment où on va dimensionner une usine d'acide sulfurique, on va faire tout ce qui est chasse à la chaleur perdue. Donc, on va par exemple prendre la vapeur qui va sortir, qui va être en plus euh, qui sort de ce procédé-là pour chauffer l'usine, pour chauffer les procédés en usine et pour chauffer la base vie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en général, dans tout ce qui est mine, peu importe quel type de minerai et quel type de métal, on est dans des endroits qui sont excentrés. On n'est jamais
Voilà, on est toujours un peu loin de tout le monde, donc il est fort important à ce que toute forme d'énergie qui est disponible, à ce qu'elle soit utilisée. On fait également des systèmes de récupération de chaleur pour production d'électricité, également à partir d'une usine d'acide sulfurique toujours pour ne pas avoir des pertes d'énergie. Donc, ça, c'est juste un exemple pour l'éco-conception, mais absolument tout au moment où on va concevoir une usine, parce que c'est quand même mon métier à la base, ingénieur procédé et ingénieur en physique nucléaire, ça va être de concevoir les procédés d'une certaine manière à ce qu'on ait des récirculations pour pas consommer trop d'eau, pour pas consommer trop de réactifs, parce que ça, justement, ça va directement à la base avant, pour pas avoir à travailler directement après sur les transports ou minimiser les transports ou minimiser l'impact, travailler directement à la base. Déjà, quand on peut travailler à la base. Donc, on commence directement les projets. Le deuxième axe, ça va être réduire. Donc, pour les projets qui sont déjà en cours de fonctionnement depuis 30 ans, alors, il y avait un certain nombre de technologies qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, dans ce cadre-là, on a deux grands choix. Alors, soit on remplace par, je ne sais pas, les véhicules par un certain type de véhicule électrique au moment où justement la forme d'énergie qu'on utilise pour euh, pour ces engins, l'électricité, elle est décarbonée, parce que sinon, c'est un non-sens de commencer à utiliser de l'électricité alors que l'énergie qu'on utilise, elle est carbonée. Ça va être installer des panneaux solaires au moment où on peut, ça fait du chauffe-eau solaire. Ça va être toutes sortes de technologies qu'on a dans notre portefeuille pour le faire. Alors, pour vous donner un petit exemple, on a des dizaines et dizaines de projets à travers le monde que je suis avec. On a des correspondants sur chaque mine et chaque usine. Je travaille avec des correspondants qui travaillent directement sur j'ai un correspondant énergie et en décarbonation pour chaque mine et chaque usine qui travaillent directement avec les équipes pour tout ce que je vous décris là. Donc, ça implique énormément de gens et c'est quelque chose qu'on le fait depuis des années. Même parfois, on sait qu'il y a des politiques RSE qui vont changer. On n'attend absolument pas ça. On prend les devants par rapport à ça. Et puis, de l'autre côté, on va essayer quand c'est possible, de changer la source d'énergie qu'on achète pour acheter au plus possible de l'énergie verte. Plus elle est disponible dans le projet, plus on va s'engager en avant même que l'entreprise ouvre la production d'électricité pour le dire, on s'engage à vous l'acheter pour encourager le projet à se développer. Voilà. Sur ça, Magnifique. j'ai fini. Je vous remercie. Merci. Merci pour votre écoute. J'en profite pour partager un retour d'expérience, ayant en plus accompagné un acteur minier dans sa transition énergétique et son bascule d'une alimentation fuel vers une alimentation solaire. D'abord pour de la gestion des risques, hein, parce que très clairement, il y a des risques à transporter du fuel sur le continent africain, des risques techniques, d'accidents, d'incidents, mais également de vol de fuel par des populations, ce qui n'est jamais une très bonne situation ou condition de sécurité pleinement remplie, hein, c'est vraiment pas neutre. Mais plutôt en termes pour parler d'impact positif et de co-bénéfice, on avait eu l'occasion justement, en accompagnant cet acteur, à le convaincre d'installer un quota supplémentaire de panneaux solaires minimal, mais qui permettait au bout du compte d'alimenter aussi des communautés qui sont adjacentes au site, qui sont sur le territoire de concession, et donc de leur apporter, alors pour simplifier, hein, parce qu'en plus je ne suis pas je ne suis pas de RTE, il s'agit au bout du compte de tirer trois fils. Hein, encore une fois, c'est facile à dire comme ça. Mais d'accord. Bon. Mais de tirer trois fils pour justement apporter au plus près des besoins des communautés et des besoins des solutions opérationnelles qui, du coup, se dupliquent ou du moins se permettent l'accès aussi tout ce qui est de l'ordre de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, ce qui développe des activités économiques dans les villages. Donc, vous voyez un petit peu comment est-ce que quatre panneaux solaires supplémentaires peuvent avoir un impact supplémentaire, intentionnel, additionnel et volontaire. C'est vraiment la terminologie de la finance à impact et des stratégies d'impact. Voilà, je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir systématiquement de manière à une inclusivité territoriale, parce que c'est ce qui apporte finalement le plus de co-bénéfices en mettant les gens autour de la table. En parlant autour de la table, je propose de faire un saut à Madagascar en écoutant Denis, qui, je pense,
Peut-être d'impatience, parce qu'en plus, on est déjà en début d'après-midi pour lui. Il va être l'heure de déjeuner, là. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce panel. Je, je suis le Carbon Markets Manager du groupe Action et euh, je, comme tout le monde, je commence par vous présenter le groupe Action. Euh, le groupe Action, c'est un groupe panafricain qui est présent dans 17 pays et spécialisé dans 5 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance, c'est-à-dire l'énergie, les services financiers, l'innovation, l'immobilier et les télécoms. Nous avons 35 filiales. euh, Nous avons 35 filiales qui emploient plus de 7500 personnes. Et en 2023, nous avons généré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, dont 1 milliard a été réinvesti en opération. Alors, notre business model est basé sur la création d'impact positif. C'est-à-dire euh, on crée nos activités sur le développement des talents et des compétences, l'inclusion énergétique et numérique des populations, mais aussi l'innovation pour le développement des infrastructures résilientes et durables, mais aussi la gestion des ressources naturelles. Euh, le groupe Action a pris un engagement volontaire à intégrer les 10 principes fondamentaux de l'United Nations Global Compact dans notre stratégie d'entreprise, ce qui nous permet d'accélérer le développement des objectifs de développement durable au sein de nos activités en Afrique et également par ça, on a commencé depuis l'année 2019 à faire le bilan carbone. Et cet exercice, cette démarche, évidemment, a porté sur les 3 scopes, sachant qu'on est en Afrique. Et depuis cette année, nous avons évidemment gagné en maturité et nous sommes engagés à suivre des cadres de reporting internationaux comme la SBTI, le CDP ou les certifications EDGE euh, via nos activités. Et en termes des mesures de réduction, pour vous citer un peu de nos engagements via nos activités, le cluster Action Télécom s'était engagé cette année auprès de la SBTI à réduire de 22% de nos scopes, nos émissions de scope 1 et 2 en intensité, en absolu, pardon, d'ici 2030 par rapport à l'année 2022, qui est notre année de référence, mais aussi de réduire nos émissions de scope 3 de 52% en intensité sur la même période. Alors, ça passe en quoi exactement en termes de leviers et des axes de décarbonation? Évidemment, il fallait commencer au départ par des actions les plus simples, comme ça a été cité par des uns et les autres. C'est de mettre un peu des politiques de transition de bas carbone au niveau de nos activités du quotidien. Par exemple, une meilleure gestion de l'eau, le tri et le recyclage des déchets ou l'utilisation des véhicules électriques à titre volontaire. Parce que, comme l'a souligné, nous sommes confrontés évidemment dans certains pays par des problèmes des infrastructures énergétiques où l'énergie manque beaucoup. Le deuxième pilier, c'est
nous avons aussi l'ambition d'être le partenaire de référence en matière de transition énergétique. Donc, c'est-à-dire développer des projets d'énergie renouvelable en Afrique et dans l'océan Indien. Et pour vous donner quelques exemples par ce pilier, nous avons l'intention, par exemple, de multiplier par 10 notre capacité de production d'énergie aujourd'hui qui est à peu près 100 mégawatts, donc d'ici 2030. Et tout ça en renouvelable, donc c'est-à-dire pas des solaires, du solaire, mais aussi l'hydroélectricité. Nous travaillons également sur le volet des achats. Et là, encore une fois, c'est de commencer à comprendre ces émissions, identifier nos plus grosses clients ou fournisseurs et, euh, et de travailler avec eux pour que nous ayons une politique d'achat responsable avec des clauses qui permettent de s'aligner sur les mêmes principes et valeurs. Et le dernier pilier, c'est à travers nos entreprises, c'est de financer des activités de séquestration, donc à base des solutions basées sur la nature, notamment à Madagascar, mais aussi dans les autres pays où nous sommes présents pour contribuer à la neutralité carbone de nos opérations. Donc, voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci à vous, Denis. C'est toujours très, très intéressant d'avoir des retours depuis le terrain et depuis le continent. Pour justement aborder également ce point et clore ce premier tour de table, on verra dans quelle mesure on pourra prendre ensuite quelques questions complémentaires ou puisque la séquence est pleine. Je me tourne naturellement vers le cabinet Deloitte Afrique pour qu'il puisse partager de la même manière justement les bonnes pratiques qu'il a pu constater sur le continent auprès de ses clients. Je vais juste me mettre dans le coin pour éviter un torticolis. C'est ça, beaucoup rien. Mais du coup, Clément Limard, C'est de la production de chaleur, donc c'est pas. c'est de la chaleur. Je travaille donc chez Deloitte Sustainability, principalement en France, mais après on intervient dans plein d'autres géographies. Et j'ai mené un certain nombre de projets avec Deloitte Afrique francophone, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de revenir un peu sur des cas d'études de décarbonation concrets de certains clients en fonction des différents enjeux. Donc, je vais parler d'énergie, d'agriculture et de risques physiques également. Le temps que les slides arrivent, pour vous présenter rapidement du coup Deloitte, on est 200 en France et on est après des dizaines de consultants sustainability par pays dans les différents pays africains pour intervenir uniquement sur des sujets ESG. Donc ça va de l'économie circulaire, la décarbonation du secteur financier, de l'énergie, tous les sujets reporting extra-financiers aussi. Une fois qu'on a de la donnée ESG, comment on la communique sans faire de greenwashing, comment on définit des stratégies ambitieuses, etc. Sur la première partie, le temps que ça arrive, je voulais parler d'énergie. Donc effectivement, les sujets ont été évoqués. Le continent africain a des difficultés aujourd'hui, mais on sait que l'électrification va arriver fortement, va permettre de décarboner un certain nombre de secteurs, parce que l'électricité, à condition qu'elle soit bas carbone avec le solaire, va permettre de réduire les émissions. Et donc, ce qu'on fait pour nos clients, c'est de regarder quel est le potentiel solaire de leur site pour essayer de l'optimiser au plus juste. Effectivement, ça a été évoqué. Souvent, en fait, on a envie de mettre plus de panneaux, mais il faut voir ce que ça fait derrière. Donc, si on peut effectivement avoir un ancrage local et aider les communautés, souvent pour un faible montant à rajouter au projet, ça a des impacts en plus sociaux et environnementaux qui sont significatifs. On l'a évoqué tout à l'heure. Quand on parle d'énergie, il faut parler très vite d'émissions de CO2 aussi. Et la base pour n'importe quelle entreprise, c'est de savoir en fait si on parle de dizaines de milliers de tonnes, de dizaines de millions de tonnes. Et donc la première étape, c'est de faire des bilans carbone. Donc on accompagne les entreprises et si historiquement les émissions directes étaient assez bien calculées, souvent on les aide sur le fameux scope 3 pour savoir quelles sont les émissions des fournisseurs, des clients, donc en amont et en aval de la chaîne de valeur. Une fois qu'on a mesuré les émissions aussi, on les aide à
définir des trajectoires ambitieuses. Et ces trajectoires ambitieuses, elles sont évidemment très différentes en fonction des secteurs. Donc des secteurs où, en fait, paradoxalement, on a besoin de croissance. Des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires, des pompes à chaleur, etc. Là, pour le coup, on va plutôt les aider à avoir une croissance durable. Et à l'inverse, les entreprises qui sont plutôt positionnées sur des produits ou des services carbonés, là, on va les aider à réduire en lien avec toutes les opportunités de transition, de quoi vont avoir besoin les clients à l'avenir, comment va évoluer le mix énergétique, etc. Et donc, on n'accompagne pas que des clients qui sont sur des commodités bas carbone. Enfin, on a un projet en ce moment, par exemple, pour un acteur majeur de l'oil and gas, pour savoir justement quel va être le mix énergétique idéal dans les 10, 20, 30 prochaines années pour ce client, pour essayer de répondre à l'évolution globale de la demande, parce que souvent, ces entreprises sont tributaires de ce que leurs clients leur achètent. Euh, pour continuer sur le sujet de l'énergie, on mène aussi un certain nombre d'études prospectives pour savoir quelles vont être les commodités qui vont intéresser les différents marchés à côté. On parle beaucoup d'hydrogène pour le continent africain. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, on le produit aujourd'hui principalement à partir de méthane. L'idée demain, c'est de le produire à partir d'électrolyse. Donc, vous avez besoin d'électricité bas carbone, idéalement avec du solaire, et de l'eau. Vous fabriquez de l'hydrogène à partir de ça. Et il y a un certain nombre de pays européens qui en ont besoin, et l'Afrique est souvent un marché porteur pour la production. On a tous les sujets formation aussi, parce que en fait, pour qu'on parle de ces sujets et qu'on ait un niveau de maturité, il faut que les dirigeants aussi aient en tête les enjeux. Donc, il y a un gros sujet acculturation, et on parle au conseil d'administration. Ce qui est souvent intéressant, c'est, au-delà des présentations globales, parler individuellement après aux membres de conseil d'administration. On a souvent beaucoup plus de questions en individuel que quand tout le monde est autour de la table, parce que poser une question devant son chef, on sait qu'on n'a pas compris le sujet, c'est difficile. Quand on est en individuel avec des consultants, c'est beaucoup plus simple. Je le dis de manière un peu crue, mais c'est comme ça que ça marche. Finalement, ça a été évoqué juste avant. Quand on parle de trajectoire climat, éventuellement avec des référentiels, c'est dire de combien je dois réduire. Est-ce que c'est moins 30%, moins 50%, moins 70%? Donc, c'est choisir les bonnes cibles en fonction des secteurs. Donc voilà pour le secteur de l'énergie. Si je parle rapidement d'autres défis, un des gros défis, c'est sur le sujet de l'agriculture. Et donc là, les grosses contraintes de nos clients, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, ma production connaît déjà des impacts négatifs liés au changement climatique. Donc c'est comment anticiper l'évolution du climat à l'avenir, et à la fois d'un point de vue positif et négatif, c'est-à-dire qu'on va identifier des bassins d'approvisionnement où on va avoir des risques de sécheresse un peu plus importants, des hausses de température qui font que les rendements vont baisser. Mais l'idée, c'est de dire, quelles sont les commodités qui sont les plus adaptées au nouveau contexte climatique de la région, éventuellement avoir des effets de substitution. Je ne vais plus produire cette commodité à tel endroit, mais à un autre dont le climat sera plus propice dans un horizon 10, 20, 30 ans. Tous ces sujets après en fait, comment on met en place les bonnes pratiques au bon endroit. Donc, quelles sont les pratiques d'agriculture régénératrice pour essayer d'avoir des sols qui ont des rendements plus élevés. Comment on peut valoriser la séquestration carbone dans les sols. Et donc, parce que les clients en bout de chaîne veulent des commodités bas carbone, et donc nous, on essaie d'accompagner les clients à déjà la définition, qu'est-ce qu'une commodité bas carbone, comment on fait le lien entre la mise en place d'un levier et l'impact carbone sur le produit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est je mets un levier de combien je peux réduire mes émissions. Et finalement, une fois qu'on a défini tout ça, comment on accompagne et on forme les gens sur le terrain, les ONG qui ont un impact pour vérifier que les pratiques sont bien mises en place, bien évidemment au niveau des fermes pour expliquer comment mettre en place ces pratiques, avoir les retours terrain pour que ce soit le plus concret possible. Donc on travaille un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les clients qui veulent des commodités bas carbone jusqu'aux fermiers qui vont les produire. Sur les sujets des risques climatiques, je pense que c'est quand même important d'en parler. Du coup, j'ai fait un focus avant sur l'agriculture, mais le climat de manière générale va évoluer, et c'est important pour les entreprises, en plus de la décarbonation, de savoir quels vont être les impacts du changement climatique. Est-ce que mon usine va encore être présente en 2050 en fonction des risques liés à la température? Si mes salariés peuvent plus se rendre sur site parce qu'il fait trop chaud, à quel point ça impacte mon modèle d'affaires et mon résultat net en sortie? Si mon usine a besoin d'eau pour produire, s'il y a des risques de sécheresse, comment je fais? Donc l'idée, c'est de modéliser justement ces risques climatiques et de voir quel est l'impact final. Donc ça, c'est sur l'existant, mais aussi sur toutes les décisions d'investissement futures. Je veux implanter une usine dans tel pays. Concrètement, aujourd'hui, c'est possible, mais est-ce que dans 30 ans, l'usine pourra encore Alors, ce sera le thème d'une prochaine commission. Donc, passons rapidement sur l'adaptation pour les cas d'usage, les bonnes pratiques. Exactement. Ouais. Et donc l'idée, c'est de dire, il y a ce risque brut.
On regarde après les plans d'adaptation de manière très concrète. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire les risques? Combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable? Et après, ça permet d'avoir toutes les clés de lecture pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et il y a aussi une autre partie qui est les risques de transition. On va quand même viser un monde plutôt bas carbone davantage qu'un monde à 4 degrés. Et du coup, c'est de dire, ce monde bas carbone, qu'est-ce que ça implique en termes d'évolution des normes, des réglementations, des attentes des clients? Et du coup, de se dire, on va pouvoir diversifier ces activités pour pouvoir répondre à ça. Merci. Et 2 points après sur la partie financière, c'est comment on essaie de financer ça. Et donc là, les problématiques de nos clients, souvent, c'est autour soit des green bonds, soit des crédits carbone. Donc les green bonds, c'est comment on définit les bons indicateurs pour pouvoir essayer à chaque fois de déclencher le premium pour pouvoir avoir le financement le plus intéressant possible. Donc ça, pour le coup, on travaille soit avec les pays, soit directement avec des PME, des ETI ou les grandes entreprises en disant combien je peux lever et quels sont les projets qui sont pertinents. Ça, c'est pour les green bonds. Et pour avancer rapidement sur la dernière partie, sur les crédits carbone. Donc c'est un gros sujet. Avec la COP récemment, il y a une structuration du cadre réglementaire qui commence à avoir lieu pour avoir des crédits carbone robustes. Et donc, les entreprises, souvent, elles ont un peu 2 problématiques. La première, c'est soit je suis en avance sur ma décarbonation, comment je peux essayer d'avoir un financement additionnel pour aider les communautés locales, faire de la reforestation. Ou alors, un autre sujet qui est de dire, en fait, je peux faire de la reforestation soit parce que j'ai des terres, soit souvent parce que parfois les États confient ces projets de reforestation à des entreprises. Donc là, c'est comment je les mets en place et comment je vends ces crédits carbone ensuite pour avoir des revenus additionnels. Donc ça, c'est les 2 types de projets qu'on mène. Et du coup, toutes les questions clés, c'est quelle essence on va planter pour que ce soit pertinent avec l'évolution du climat, comment on travaille avec les communautés locales pour que le maximum de l'argent du projet soit bien réparti entre l'entreprise qui fait la plantation et les communautés locales et les ONG qui surveillent ces plantations. OK. Voilà pour le panorama un peu global, rapidement. Et ça, j'en ai passé. Enfin, ça, on peut passer. D'accord, super. Bon, c'est parfait. On a un bon petit quart d'heure pour poser des questions de la salle depuis le digital. Peut-être, Virgile, peux-tu nous dire si on a des questions depuis nos amis connectés? Alors, Camille Carton, pour la végétalisation, n'y a-t-il pas un sujet sur la gestion de l'eau? L'eau est-elle récupérée? Les plantes sont spécifiques pour supporter la chaleur? Eh bien, Missira, puisque tu souhaites répondre à cette question, je serais ravi, nous serions ravis de t'entendre. C'est de volontaire désignée me semble très pragmatique. Ouais, alors je suis ravie que ce sujet justement ait retenu l'attention des participants. Et c'est vrai qu'on en avait parlé et que cette question des solutions basées sur la nature aujourd'hui, elle est vraiment à l'ordre du jour. Et je sais que aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ah oui, je vais mettre ma vidéo. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar travaille beaucoup justement sur ces sujets. Alors oui, si je prends le projet dont je vous ai parlé sur le confortement de talus, effectivement, dans l'idée de départ, c'était de faire ce mix donc entre ce géogrill et cette plantation. Mais effectivement, dans le choix des essences, il a fallu quand même faire attention et s'assurer que les arbustes que l'on a mis consomment pas trop d'eau. C'était quand même important, ça, dès le départ. C'est pour ça que le choix a été porté sur du vétiver, du laurier rose et de l'orgueil de Chine, qui ne consomment pas trop d'eau. Il y a eu un plan d'arrosage quand même qui a été mis en place au départ. Donc évidemment, pour que ça tienne, pour que ça accroche, il faut quand même à un moment donné arroser suffisamment. Cette eau n'est pas récupérée, d'accord ? Très clairement, on n'a pas encore un système, on n'a pas mis en place un système de récupération de cette eau. Mais les quantités d'eau sont dégressives de toute façon au cours du développement des plantes. Et voilà, aujourd'hui, on a réalisé ce projet sur un certain linéaire, mais on a d'autres partenaires qui voient que ça marche, que ça fonctionne pas mal et qui voudraient le faire sur une plus longue distance. Et on est bien d'accord, on est sur des sols, peut-être que je l'ai mal précisé, mais c'est vraiment une solution qui est proposée sur des sols assez sableux, qui n'accrochent pas. Alors que quand on a de la latérite, là, on peut planter directement les arbres. Alors que là, on est vraiment sur une zone sableuse où ça ne tient pas du tout. Et évidemment,
Il y a un complément de terreau qui est mis en place, un mélange de terreau, d'engrais organiques pour faire penser tout ça. Dans la continuité, la question du spectateur anonyme qui t'est posée également directement, si tu veux bien y répondre. Alors, Syrah, avez-vous pu tester la performance de la solution avec cette solution basée sur la nature? Et alors quid des- Ouais. justement, c'est ce que je dis. On est en train de la mettre en place. On voit que ça marche, que ça tient. On a des belles photos de cette verdure qui tient au-dessus du géogrill. Mais on est bien d'accord qu'il faut pouvoir l'observer sur plusieurs années. Et puis, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà, on est vraiment en phase, on va dire en phase pilote, mais qui aujourd'hui, un pilote qui est très satisfaisant. Ok, bah, quand on aura un retour d'expérience, je serais ravi de pouvoir le publier justement sur Africa Mutandi, de manière Oui, à ce qu'il y ait une large diffusion de ce retour avec plaisir. d'expérience. Avec plaisir. Une question de Madagascar pour Madagascar. Alors attends, s'il te plaît, check, une question de Madagascar, parce que je connais, donc je sais que tu vas avoir des choses à dire. Une question de Madagascar à Madagascar. Denis, comment évaluez-vous les gains en matière de CO2 réalisés via les solutions fondées sur la nature et comment assurez-vous la fiabilité des projets financés? Alors, d'abord, je tiens à préciser en fait nos activités en fait de reforestation. C'est plutôt dans une logique de stopper et de renverser la tendance de la perte de biodiversité qui est liée en fait à nos activités, par exemple d'installation de centrales photovoltaïques, d'installation de tours télécom. Donc, le principe pour nous, d'abord, c'est essayer de compenser et pour arriver à une situation en fait de net positive par rapport à la situation de départ. Donc, nous étudions à chaque fois qu'on réalise un projet, la perte de biodiversité, la conversion de la nature, et on va mener des projets pour renverser cette tendance. Cela dit, nous sommes en train de réfléchir évidemment à implémenter des projets à grande échelle parce que nous avons des terrains et du foncier sur lesquels on peut évidemment travailler et avoir un impact beaucoup plus large par rapport à ce qu'on fait. Et donc, nous avons, via les outils que nous avons, nous savons par exemple si on convertit 20 hectares de sol, et en mesurant nos émissions, on sait combien de CO2 nous avons injecté dans l'atmosphère. Et donc, l'idée, ça sera évidemment de pouvoir financer des activités à travers les plantations que nous avons en place à Madagascar, mais aussi dans d'autres pays comme la Tanzanie ou en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc on fait pas, on n'est pas encore dans une logique de crédit carbone pour, même si c'est une question qu'on regarde de près pour nos projets de NPS. Voilà, pour répondre Merci. à l'intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Je vais passer aux questions à la salle. Les questions à la salle, c'est un principe assez simple. La question, c'est 20 secondes. La réponse, c'est 1 minute. Voilà. Sinon, en fait, on n'aura jamais le temps de boucler tout ça en timing et le replay risque de durer 9 heures. Qui a des questions de 20 secondes? J'ai une question de 20 secondes. Oui, merci bien. Le principe, c'est apporter aussi des contributions aussi, puisque j'aurais voulu Si ce n'est avoir... pas une question, on ne va Ouais, pas pouvoir c'est une question. l'aborder. Hein. C'est une On question. est d'accord, hein, parce que là, on est Une déjà à 12 secondes. Je suis très heureux d'être là. J'aurais voulu appuyer sur le Ça fait 16. rebobiné avant de partir à la COP 29. Attention, 20 d'être là, secondes. 20 vous secondes, c'est écouter passé. et partir. Et ma question est la suivante. Puisqu'on est dans la opacité, on parle de l'eau, est-ce qu'il est possible de faire une convergence sur ceux qui marchent ailleurs? Parce que la ville de Berlin a mis en place la stratégie d'éponge pour récupérer l'eau. Ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut le faire en Afrique? La deuxième question, c'est la suivante. Puisque vous êtes des acteurs d'impact,
les États sont à la pointe de toutes les décisions. Aujourd'hui, on peut imaginer tout à fait un cercle vertueux pour que vous puissiez présenter des propositions d'impact aux États, puisque les États puissent coordonner et puis vous donner la possibilité d'accéder à des solutions via la décarbonisation, via la fiscalité, pour qu'on soit ensemble pour essayer d'avancer pour tout ce qui est SDG et pour changer ce monde-là. Alors, c'est ce que je vous demande. Alors, sur le sujet, en fait, il y a des plateformes de partage de retours d'expérience, de bonnes pratiques, d'initiatives, de solutions, hein. Donc, il y a alors, notamment le média Africa Mutundi, puisqu'il ne fait que cela. Il y a également un média qui est dédié aux solutions et qui est porté par la semaine des acteurs des solutions africains. Vous pouvez me contacter ou poser des questions via le chat. Je pourrais vous donner quelques références. Il y a quelque chose qui s'appelle Baby Green, me semble-t-il, en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne manque pas. Je ne parle même pas de toutes les initiatives. Mais en fait, il faudrait un portail de l'ensemble de ces initiatives qui favorisent les bonnes pratiques et les convergences. Après, sur l'applicabilité, alors je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre sur le sujet, mais d'une solution qui fonctionne à Berlin et qui pourrait fonctionner sur le continent, bon, les paramètres sont différents, donc forcément il faut étudier les choses, mais a priori les paramètres sont grandement différents. Et puis il vaut mieux regarder les solutions sud-sud que les solutions nord-sud, hein. Je vois le nord commence à regarder les solutions du sud pour la simple et bonne raison qu'une partie des effets sur le climat vont impacter le nord de la même manière. On était hier avec le Comité 21 et le Global Compact et Climate Change, qui est une ONG extrêmement active sur ces enjeux, à aborder pendant tout un après-midi, quasiment 6 heures, des questions d'adaptation. Voilà. Il va falloir vraiment penser aux questions d'adaptation. C'est pas parce que la France va atteindre ses objectifs climat de la COP de Paris et d'être à 1,5 que le monde ne sera pas à 4 degrés, hein. Donc il faut vraiment se projeter maintenant sur un monde à minima 3 degrés et plutôt 4 degrés selon le GIEC. Et alors, est-ce que vous avez un propos à commenter à poser, puisque pour le coup, j'ai dépassé ma minute moi-même. Je ne voudrais pas vous amputer d'une opportunité de réponse. Sur la partie discussion avec les États, peut-être, enfin, nous, c'est aussi une des particularités de notre activité, c'est qu'on travaille surtout sur des partenariats publics-privés. Et donc, sur tous ces projets, on est en contact direct à apporter des solutions, des propositions aussi aux États. Voilà. Après, c'est pas toutes prises en compte. Alors, une question Est-ce qu'on a une question féminine? J'aime bien la variété, l'alternance. Bon, je vous en prie, engagez. Voilà. Voilà. Bon. Et après, c'est pour Madame Mango, c'était juste pour savoir si vous accompagnez, par exemple, Rio Tinto avec le projet Simondo 2040, qui se passe en Guinée sur l'aspect décarbonisation. Mais on pourra en discuter. On pourra en rediscuter. Pour le moment, ma seule réponse est, à ma connaissance, non. En revanche, nous sommes 24 000, donc je ne peux pas m'engager sur une réponse globale. Voici. Donc, je vous dis, à ma connaissance, en revanche, on pourra développer sur le sujet et je pourrais creuser un peu plus pour vous répondre voilà. On va développer un peu et ça, plus je pourrais te répondre. Voilà. Tout à l'heure, je pourrais te répondre. Voilà. Pour savoir comment vous accompagnez effectivement les entreprises minières sur l'aspect décarbonisation. Alors, notre rôle, c'est pas de. Nous, on travaille sur nos propres émissions à nous. Donc, est-ce que parfois on a des collaborations ou des échanges de bons procédés avec d'autres entreprises minières? Ceci est notre sujet parce qu'il y a des organismes internationaux qui font dans un cadre très public le partage d'expériences entre les différentes entreprises minières. Voilà, à travers l'ICMM, qui est d'ailleurs assez connu. Donc, dans ce cadre-là, les entreprises minières signataires et qui collaborent dans ce cadre-là font des partages d'expériences. En revanche, notre rôle, c'est pas du tout d'accompagner les autres entreprises minières sur leur décarbonation. Voilà. C'est juste des collaborations ponctuelles. Il n'y a pas de collaboration ponctuelle. Non, il y a un partage de bonnes pratiques. Il y a des partages d'expériences, des partages de bonnes pratiques. Exactement comme il y a des retours d'expérience dans tous les domaines, c'est un retour d'expérience. Voilà. Bon. Merci. Ok, et sur Simondo, on pourra en parler. Voilà. Okay. Une autre question, alors masculine du coup. Alors, deux hommes lèvent la main. Denis.
Ça va être court. Moi, 20 secondes. j'exprime souvent l'opinion que l'Afrique est un continent radieux, que le solaire peut être une solution, ou doit être une solution. Et à chaque fois, on m'oppose de tels arguments techniques en disant il y a trop de soleil, il y a trop de poussière, etc. Et quelle est la bonne réponse par rapport à ça? Et parce que le solaire me paraît, au moins pour la zone sahélienne, la bonne solution. Bah, Le solaire est l'une des solutions, mais il faut lui adjoindre d'autres solutions. Aujourd'hui, le problème du solaire, c'est que passé 17h, 18h, il n'y a plus de production. Donc, il faut derrière des capacités de stockage. Et également, alors, je parle encore une fois par rapport à nous, notre cas, alimenter un portique de quai au solaire, c'est pas possible, puisqu'en fait, c'est des besoins qui sont par pic. Et donc, une production continue ne convient suffit pas. pas. Voilà. Donc, il faut y ajouter d'autres solutions. Et Par ailleurs, sur les... sur un point individuel, c'est-à-dire que chacun peut s'équiper En fait, il y a des caractéristiques techniques, physiques, géographiques qui permettent de savoir quels sont les bons leviers en matière d'ENR sur le continent africain. Mais au même titre que le BRGM fait des cartographies, des potentiels pépitiques, le terme existe, pépitiques sur le plan du secteur minier, il faudrait des cartographies de potentiel et de potentialité des territoires sur le sujet. Pardon? Non, c'est plutôt des acteurs comme le CEREMA, en l'occurrence, beaucoup plus technique, pragmatique. Une deuxième question masculine. J'ai une féminine. Je suis désolé. Je vais demander à Valérie. Bonjour Valérie Paquet. Moi j'avais une question pour Monsieur Restrex dans la logistique. Donc on a quand même conscience que le transport des containers est un axe obligatoire. On est obligé quand même de passer par là. Et vous avez peut-être des solutions. Vous parliez des solutions d'innovation. Et quelles sont-elles? Ça va passer par donc des carburants alternatifs. Par exemple, au Kenya, dernièrement, on a passé un accord avec une major pétrolière pour que eux fournissent des biocarburants et nous, on puisse les utiliser. Donc, c'est vraiment alors, c'est des partenariats à long terme parce qu'aujourd'hui, ce type de solution n'existe pas partout. Voilà. Après, par rapport au fret qu'on achète sur les transporteurs, par exemple, c'est plutôt des incentives auprès des transporteurs qui vont investir dans leur flotte de camions, faire plus de maintenance pour assurer moins d'émissions, voilà, ou les accompagner au sein des investissements pour faire, pour rentrer des camions plus efficace et moins polluant. Plutôt qu'une synthèse ou même avec un dernier tour de table, malheureusement, je vais plutôt prendre une dernière question. N'hésitez pas, en revanche, du côté de Mada et de Dakar, à nous faire signe si vous avez un propos complémentaire à apporter. Une dernière question. C'était sur le coût, finalement, de la décarbonation. Est-ce que quel est l'impact finalement sur le coût de production, sur le coût des services, parce qu'on voit qu'il y a à la fois de l'optimisation, il y a en même temps de l'investissement. Donc finalement, quel est l'impact? Je pense que c'est très, très varié. Mais effectivement, sur toutes les questions d'efficacité, ça va être des gains immédiatement et à court terme. D'autres solutions, par exemple, sur de l'autoconsommation solaire, on va avoir des coûts d'investissement au départ importants, mais souvent c'est rentable à des horizons court et moyen terme. La décarbonation, quand c'est bien fait, souvent ça dégaine. Ça permet de sortir aussi ces coûts des OPEX pour les mettre dans les CAPEX. Encore une fois, ce n'est pas neutre sur le bilan notamment des acteurs miniers, mais enfin de tout type d'acteurs s'équipant avec du solaire. C'est vraiment une vision aussi transversale, c'est-à-dire que la décarbonation va avoir aussi des impacts sur le coût de l'énergie, sur d'autres choses, où finalement, vu dans son ensemble, il y a un réel intérêt pour une entreprise qui se voit sur du long terme. Une question de Jacques. Est-ce qu'on peut imaginer la stratégie de deux couteaux, c'est-à-dire vous êtes transporteur et celui qui est transporteur, qui fait des prestations, qui a des camions, il a sûrement envie de changer, mais la problématique elle est financière. Alors, est-ce que vous pouvez, dans ce cas,
de l'accompagner dans la stratégie de couteau hein, pour le soutenir hein, dans la mise en place des financements afin qu'il accède, puisque vous avez intérêt à ce qu'il décarbone. C'est On ce s'intéresse, ouais. alors, enfin, c'est ce qu'on fait justement. C'est voilà, c'est ce que je disais, c'est des partenariats gagnant-gagnant sur du long terme où on les aide à investir et en contrepartie, on leur assure une évolution et on développe une économie locale. Alors, c'est également ce qu'on fait en termes de bonnes pratiques sur les questions de devoir de vigilance et de renforcement des capacités des partenaires, des fournisseurs et des chaînes de valeur sur la prise en compte des enjeux ESG, notamment de droits humains, notamment dans le cadre d'ateliers fournisseurs. Écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour et qu'on a à peine dépassé de 5 minutes, sachant que nous avions déjà 5 minutes de retard. Je tiens à remercier tous nos intervenants hein, depuis Mada, Dakar et Paris. Je vous invite à les suivre bien évidemment sur LinkedIn parce qu'il y a un potentiel de questions qui peuvent être encore posées. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées pour suivre cette session, toutes les personnes qui vont se connecter avec le replay. Hein, faut toujours se dire que l'économie circulaire fonctionne aussi dans l'information. Et puis toutes les personnes qui sont venues ce matin, Océane, pour suivre cette séquence. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci pour tout. Merci.